tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes consacrées à la scolarité, à l'éducation de vos enfants. À chaque fois, une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On parle cantoche aujourd'hui. Cantoche. On est pas mal. C'est parti pour le sommaire. Plus d'1 milliard de repas sont servis chaque année à la cantine aux élèves scolarisés dans le premier et le second degré en France. Mais, eh bien, vous le savez, les politiques concernant la restauration sont rarement évaluées. Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge dresse un état des lieux. Pour le moins précieux, on en parle dans un instant avec notre invité. Les enjeux sont multiples et ô combien importants, vous le verrez. Vous verrez aussi que le HCFEA, comme on le dit, comme on le surnomme, donne aussi ses préconisations. On parlera notamment du dispositif cantine à 1 €. Vous le savez, dans le Mag et Loupe, la loupe c'est avec Alix. Oui, je vous parle d'un cantinier proactif qui s'est donné pour mission de réenchanter la cantine et de sensibiliser au gaspillage alimentaire. Et il le fait avec brio, on voit ça dans 10 minutes, on y va. Bonjour Hélène Périvier. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de School TV Le Mag. Vous êtes économiste à l'OFCE Sciences Po, directrice et cofondatrice du programme Présage. Le programme Présage, c'est le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. De Sciences Po et également, et c'est aussi pour ça qu'on vous accueille aujourd'hui, présidente du Conseil de la famille au sein du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, le HCFEA, c'est quoi ? Mais c'est un gros conseil qui réunit 3 sous-conseils. Un conseil destiné aux politiques familiales, celui que je préside, un conseil destiné aux politiques liées aux enfants et à l'adolescence, et puis un conseil sur l'âge et la dépendance. Et donc, au sein de ces 3 conseils, on essaye à la fois d'avoir des réflexions communes, mais aussi d'approfondir des thématiques qui sont propres à nos publics. Donc, pour ma part, la question des familles et des politiques familiales. Quelles sont les missions justement de ce Haut Conseil ? Les missions, c'est d'abord produire des connaissances qui sont peu mises en lien dans le débat public, pour pouvoir aussi soulever des questions qui sont peu discutées ou pas suffisamment, documenter différents aspects pour le Conseil de la famille en matière de politique familiale, de soutien aux familles, qui ne sont pas suffisamment mis en lumière. Et en l'occurrence, le rapport dont on va parler, la question de la restauration scolaire, c'est quelque chose qui avait vraiment besoin d'être documenté, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas vraiment parlé. Mais alors du coup, vous animez des tables rondes avec des décideurs, des élus locaux ? Alors en fait, les conseils sont constitués de membres, et parmi nos membres, nous avons à la fois des représentants de l'administration, mais aussi des représentants du tissu associatif, des personnalités qualifiées qui sont issues du monde de la recherche. Et donc, nous travaillons ensemble sur ces thématiques. Nous essayons de proposer des recommandations sur un diagnostic bien documenté pour essayer de faire avancer les choses sur différents thèmes. Et voilà, la restauration scolaire en est un qui nous semble très important. Et les politiques concernant la restauration scolaire, on le disait effectivement en introduction, sont rarement évaluées. Pourquoi ? C'est compliqué au final ? Et comment vous avez procédé ? Oui, c'est compliqué parce que la restauration scolaire, c'est des acteurs différents. Pour l'école, ce sont les communes qui ont la charge de la restauration scolaire. Pour le collège, ce sont les départements. Et pour les lycées, ce sont les régions. Et cette pause méridienne, elle est complètement déconnectée du système de l'éducation nationale. Donc, ce n'est pas les mêmes employeurs, ce n'est pas la même façon d'organiser ce temps, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et puis, une grande hétérogénéité pas tant dans l'offre de services publics, puisque finalement, la plupart des écoles... Alors, c'est obligatoire pour le collège et pour le lycée, ça ne l'est pas vraiment pour les communes, mais on va dire quand même que la plupart des communes proposent un service de restauration scolaire. En revanche, la question de la tarification, elle, est évidemment sujet à débat démocratique local, et du coup, peut-être très différente, avec une grande hétérogénéité de pratiques qui mérite que l'on documente pour voir un peu qu'est-ce qui se passe où. Et ça nous a demandé quand même un gros travail pour essayer de cartographier ces différentes pratiques de tarification. Si on devait résumer en chiffres, avoir quelques chiffres clés concernant la restauration scolaire grâce à votre rapport, il faudrait retenir quoi, s'il vous plaît ? Alors d'abord, je voulais aussi dire que, par exemple, s'agissant de la fréquentation, il n'y avait pas eu de chiffres publiés sur le collège. Et sur le collège, il n'y avait pas eu de chiffres publiés depuis la fin des années 90. Donc il n'y a pas de suivi statistique de la fréquentation de la restauration scolaire. Je trouve ça dingue. Et bien nous aussi. Et du coup, on y a répondu. Et dans ce rapport, il y a tout un chapitre qui est dédié à une analyse statistique assez précise de la restauration scolaire, à la fois à l'école, et ça c'est grâce à l'INED qu'on a pu le faire, et à la fois au collège et au lycée, grâce aux données de l'ADEP, qui collecte les données pour compter le nombre d'élèves qui sont scolarisés, tout simplement, et qui du coup nous a fourni les données qui nous a permis de faire cette analyse statistique. Données précieuses, ouais. Et alors du coup, pour vous répondre, en fait, c'est à peu près, on va dire, les 3/4 des enfants, si on mélange toutes les tranches d'âge, à peu près les 3/4 des enfants qui fréquentent la cantine scolaire. D'accord. Mais il y a de grandes hétérogénéités, par exemple, s'agissant du collège, entre le public, le privé
et les établissements classés REP, REP+, puisque quand on regarde l'évolution, on voit qu'il y a une augmentation assez sensible dans le privé. Donc la fréquentation de la cantine au collège augmente beaucoup dans le privé. Elle est plutôt stable dans le public, mais elle est plutôt en baisse dans les REP, REP+, qui nous a beaucoup interrogés. Et puis il y a une grande hétérogénéité sur le territoire. On voit que par exemple, évidemment, dans les zones rurales, tous les enfants vont à la cantine, parce qu'il y a pas de possibilité de faire autrement, alors que dans les grandes agglomérations, et par exemple Paris, le taux de fréquentation est beaucoup plus faible parce que, bien sûr, il y a des possibilités d'alternatives, soit déjeuner à l'extérieur, soit rentrer au domicile. Et cette hétérogénéité, elle est aussi très importante au regard de l'origine sociale des élèves. On voit que, toutes choses égales par ailleurs, les enfants issus de milieux défavorisés fréquentent moins la cantine scolaire que les autres. Et comment on l'explique alors, cette baisse de fréquentation en REP et REP+? Alors nous, avec les données qu'on avait, on n'est pas capable de l'expliquer, j'allais dire statistiquement, mais il y a probablement plusieurs... Alors on a tout un chapitre où on essaye de comprendre quels sont les freins à la restauration scolaire, enfin à la fréquentation de la cantine. Il y a des freins financiers qui ne sont pas faciles à évaluer parce que, comme je l'ai dit, il y a une grande diversité de situations. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de collectivités locales qui pratiquent des tarifications sociales. Mais cette tarification sociale, vous voyez, elle peut prendre des formes différentes. Il peut y avoir un tarif unique mais très bas. Il peut y avoir un tarif social qui commence très bas mais qui monte très vite. Il peut y avoir pas de tarification sociale. Il peut y avoir des prix si on a 2 enfants scolarisés. Enfin, vous avez tout un ensemble de possibilités pour les collectivités locales de fixer le prix de la tarification de la cantine. Et donc, c'est pas évident de savoir si ça joue. Probablement que ça doit certainement jouer pour expliquer qu'il y ait une moindre fréquentation. Il y a aussi peut-être... alors, on a tout un chapitre aussi sur la tarification. Alors, il y a aussi la tarification des non-résidents. Vous avez des familles, et en particulier des familles très précaires qui ne peuvent pas justifier de logement ou de justificatif de logement dans la commune ou dans le département et qui, du coup, se voient appliquer un tarif non-résident qui est très élevé. Donc tout ça, ce sont des freins qui sont assez visibles. D'ailleurs, le défenseur des droits avait fait un rapport en 2019 sur les discriminations à l'inscription à la cantine scolaire dans lequel ces éléments étaient déjà mentionnés. Et puis, il y a tout un ensemble de freins qu'on a appelés des freins non financiers qui peuvent être dus, alors par exemple, ce qu'on a appelé les alimentations particulières. Ça peut être dû par exemple aux allergies. Il y en a beaucoup aujourd'hui, donc on peut refuser la cantine scolaire à un enfant qui a des allergies par peur de ne pas pouvoir gérer une crise. Ça peut être aussi des interdits alimentaires pour diverses raisons, politiques, religieuses, pratiques culturelles, etc. Et donc ça, c'est quand même des choses qu'il faut impérativement traiter. Mais pourquoi est-ce que ça va crescendo ? Pourquoi c'est un chiffre qui augmente ? Parce que les problématiques étaient les mêmes avant. Alors, ça, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Probablement, ce qui s'est passé, c'est que, comme on voit qu'il y a une très forte corrélation entre le niveau de revenus des parents et la fréquentation de la cantine scolaire, et que, très probablement, une partie des enfants dont les parents sont de milieux plus aisés se sont déportés vers le privé, très probablement, je mets beaucoup de guillemets, il y a un effet de composition qui fait que, du coup, la fréquentation a augmenté dans le privé et, de fait, probablement baissé dans les établissements dans lesquels les enfants d'origine sociale populaire sont plus représentés. Donc ça peut être une explication. Et puis, il peut y avoir plein d'autres éléments qui expliquent. Et nous, on n'est pas, avec ce rapport, on ne peut pas expliquer l'entièreté de ce phénomène. Mais déjà, l'avoir documenté, c'était déjà quelque chose d'important pour nous. Est-ce qu'on peut rappeler les enjeux concernant justement la restauration scolaire, concernant cette pause méridienne, qui sont combien importants ? C'est des enjeux qui sont multiples. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir qu'on ne s'intéresse pas tant que ça à la cantine scolaire, parce qu'il y a derrière ça un enjeu évidemment d'éducation à l'alimentation. Si on veut sur le long terme que les jeunes s'alimentent correctement, de façon équilibrée, c'est aussi une prévention en matière de risque d'obésité, mais aussi d'autres risques de santé. Donc c'est évidemment une politique de santé de prévention en matière de santé très importante. C'est aussi évidemment un enjeu très fort en matière de transition écologique, parce que la restauration collective en général, évidemment, porte des enjeux très importants. Et d'ailleurs, la loi Egalim, qu'on mentionne bien sûr dans le rapport, vise à encadrer pour pouvoir aller vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement, des circuits courts, favoriser le bio, aussi dans une optique de santé. Et puis des enjeux aussi en matière de lutte contre la grande pauvreté et la précarité,
il y a des enfants aujourd'hui en France, et pas seulement dans les DROM, parce que la situation, évidemment, par exemple à Mayotte, pour lequel il est important vraiment d'avoir une analyse spécifique, où là on est vraiment sur des niveaux catastrophiques en matière de situation sanitaire et sociale des enfants, mais même dans l'Hexagone, il y a des enfants qui n'ont pas accès à un repas équilibré quotidiennement. Donc la cantine scolaire, elle joue aussi ce rôle de lutte contre la pauvreté, d'accès au minimum qui est une alimentation saine, équilibrée, en quantité suffisante. Donc on voit que là, les enjeux sont très importants. Puis un dernier enjeu qui est aussi un enjeu d'organisation du temps des parents. C'est si vous n'avez pas de cantine scolaire, La forcément, journée, elle est morte. La journée est difficile à organiser et c'est le plus souvent les femmes qui vont devoir l'organiser. Oh que oui, on le sait. Le rapport propose que les enquêtes menées au sein de l'Éducation nationale comportent systématiquement une question sur les recours à la cantine et sur les raisons du non-recours. Pourquoi ce n'est pas fait ? Parce que d'abord, ce n'est pas forcément une information qui est demandée du côté de l'Éducation nationale, parce que comme je le disais, en fait, il y a une césure institutionnelle entre cette pause méridienne et son organisation et l'Éducation nationale. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui intéresse au premier chef l'Éducation nationale. Du coup, les remontées d'informations, alors s'agissant encore une fois du collège et du lycée, elles sont de très bonne qualité, puisque l'ADEP a pu nous fournir ces informations. Donc, l'Éducation nationale a pu nous fournir ces informations, puisqu'elles sont remontées de façon systématique. En revanche, ce n'est pas le cas pour les communes. Donc, comme je l'ai dit, c'est grâce à l'enquête ELF de l'INED que l'on a pu évaluer le taux de fréquentation. Et pourquoi ? Parce que les communes ne sont pas forcément équipées pour pouvoir faire remonter systématiquement cette information. Ça exige quand même d'avoir du personnel administratif qui permette de le faire, ce qui est le cas dans les gros établissements, mais pas le cas pour des petites communes qui ont une petite école. Donc là, il y a quand même un besoin pour piloter ces politiques publiques d'avoir des remontées d'informations plus fiables et plus systématiques. Vous l'avez dit, les collectivités locales ont des approches très variées. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait un cadre national plus structurant ? Alors déjà, c'est un peu le cas, parce que le dispositif cantine à 1 euro, qui pour l'instant ne s'applique qu'aux zones rurales défavorisées, donc qui est quand même très limité, vise quand même à ce que l'État subventionne des communes qui sont dans des situations difficiles, puissent accueillir des publics, l'ensemble des enfants, avec une tarification sociale. Donc il s'agit d'aider les communes dans ces zones-là à avoir une tarification sociale. Donc, nous, dans le rapport, on a pris une voie qui est une voie un peu, j'allais dire, un peu techno, c'est-à-dire qu'on a essayé de prendre l'existant et de l'améliorer, ce qui conduit à... Ça fait 5 à... ans déjà, ce dispositif, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, il va falloir qu'on l'évalue un peu plus en détail, mais ce qu'on a essayé de faire, c'est en tout cas d'améliorer l'existant. Il y a tout un ensemble un peu technique, de revalorisation de plafond, qui sont importants pour que ce dispositif se déploie. Il est aussi censé se déployer dans les départements, donc pour les collèges, ce qui marche mal, en fait, parce qu'il est mal calibré. Donc, sans rentrer dans les détails, on fait des recommandations pour permettre à plus de départements de bénéficier de ce dispositif. Mais on aurait pu aussi, on le soulève juste dans le rapport parce que c'est quand même une question intéressante, si on veut vraiment réintégrer cette pause méridienne et si on prend au sérieux l'idée de l'éducation à l'alimentation, du fait que ce moment-là est un moment à part entière dans l'éducation nationale, on pourrait imaginer une voie de la gratuité et donc de réinternaliser la cantine scolaire. C'est une voie qui pourrait être en tout cas débattue, analysée. Là, à ce stade, nous, on n'était pas capable de le faire. Et vous avez anticipé l'impact économique d'une telle mesure ? Oui, ça coûterait très cher. On est d'accord qu'on n'est pas du tout dans le c'est inenvisageable moment aujourd'hui. Donc, c'est effectivement une politique de service public gratuit aux familles qui serait chère. Donc, ça mérite évidemment d'avoir une réflexion sur comment on le financerait. Et donc, Parce que pour l'instant, c'est réservé aux communes de moins de 10 000 habitants, c'est ça ? Alors d'abord, le dispositif cantine 1 euro, c'est pas gratuit. Ça veut juste dire que l'État compense lorsqu'il y a une mise en place d'une tarification sociale, ce qui ne veut pas dire que toutes les familles vont payer 1 euro. Ça veut juste dire que les familles qui sont en dessous d'un certain niveau de ressources vont payer moins d'1 euro ou moins d'1 euro et que l'État va compenser pour la commune le manque à gagner de cette tarification sociale. Mais le problème, c'est aussi que dans les communes qui font ça, elles peuvent aussi du coup augmenter très fortement les tarifs qui sont juste au-dessus de ce plafond parce qu'elles doivent pouvoir compenser le fait que ça peut leur coûter cher quand même malgré l'aide de l'État. Et on sait que les collectivités locales ne sont pas dans une situation financière très favorable. Donc, à minima, si on n'ouvre pas de réflexion sur la gratuité pour toutes les raisons que vous avez citées, effectivement, c'est quand même une piste qui pourrait être intéressante, mais nous, dans le rapport, ce n'est pas celle-ci qu'on propose. On propose à minima d'améliorer les dispositifs tels qu'ils existent, à la fois dans l'Hexagone et puis dans les DROM, puisque dans les DROM, ce n'est pas le dispositif cantine à 1 euro, mais c'est la PARS qui vise aussi à aider... Alors, c'est quoi la PARS ? Alors, la PARS, c'est aussi un dispositif de soutien de l'État à la tarification sociale de la cantine scolaire. Prestation d'aide à
la restauration scolaire. Hein. C'est ça. Et donc, qui est un peu plus généreux finalement de ce qui est fait dans l'Hexagone, donc qui mérite à la fois d'être maintenu pour sa spécificité, parce que là on est sur des publics très particuliers. Le taux de pauvreté des enfants dans les DROM, je pense notamment évidemment à Mayotte, mais aussi à Guyane, est beaucoup plus élevé. C'est aussi des départements dans lesquels le taux de, les populations sont beaucoup plus jeunes, donc il y a une proportion d'enfants beaucoup plus importante. Donc les besoins en politique publique sont bien là. Je voudrais juste rappeler qu'à Mayotte, on est loin de la cantine scolaire. On est surtout sur des collations avec des populations d'enfants qui ne mangent pas à leur faim sur le territoire français. Qu'est-ce qu'on appelle une collation du coup dans votre langage économique? C'est pas un repas chaud. C'est un sandwich, quoi. Voilà, un petit sandwich. Sur un petit, Et donc là, par ailleurs, au passage, l'éducation nationale n'est pas assurée à Mayotte, parce que vous savez que les enfants ne sont pas scolarisés toute la journée, pas à temps plein. Donc on est loin, j'ai envie de dire, de la fréquentation de la cantine scolaire. Mais la cantine en fait partie, parce que typiquement dans ces territoires, avoir l'école la journée avec une pause méridienne et un accès à une cantine avec un repas chaud, un vrai repas équilibré, c'est absolument central pour des raisons notamment d'accès à l'éducation, mais aussi des raisons purement sanitaires et de possibilité de vivre sa vie d'enfant. C'est l'heure de la loupe. La loupe, c'est avec Alix. On y va. Et Alix, tu nous parles aujourd'hui d'un cantinier vraiment pas comme les autres, qui fait rimer créativité, pédagogie et engagement anti-gaspillage. Tout à fait. Je vous emmène à Bressuire, dans les Deux-Sèvres, où Guillaume Delceau, 44 ans, fait des merveilles dans les cuisines de la cantine scolaire Genevois-Signoret-Vincy. Chaque jour, il cuisine pour 1500 élèves avec des plats faits maison qui n'ont rien à envier à un bon resto. Risotto au saumon fumé, crumble de tomates. Guillaume s'est donné pour mission de réenchanter la cantine et sensibiliser les jeunes au gaspillage alimentaire. Et ça, il le fait aussi sur les réseaux sociaux, sous le pseudo Guillaume le Cantinier. Il a près de 800 000 abonnés sur TikTok, surtout des jeunes, oui, c'est énorme. Il y partage des recettes XXL, des astuces pour cuisiner malin et des idées pour améliorer la restauration collective. Ce qui le démarque vraiment, c'est son combat anti-gaspi. Tout a commencé en 2014, quand un magasinier de son établissement a eu l'idée de peser les déchets alimentaires. Guillaume a pris ça très à cœur et a mis en place des petites actions. Un frigo de troc pour récupérer les yaourts et fruits non entamés, des portions ajustées comme des galettes à la frangipane coupées en 16 parts au lieu de 12. Et le résultat est impressionnant puisqu'à Bressuire, il semblerait que les élèves ne jettent quasiment plus rien. Le gaspillage est tombé à seulement 20 grammes environ par repas et par élève, alors que la moyenne nationale est 4 fois plus élevée. Preuve à l'appui. Zéro gaspille. Aussi dinde. Oh mais c'est dinde. Hop, bon appétit. Alors Giboul. C'est ça. Entier. Entier s'il te plaît. Zéro gaspille Giboul. C'est ça, ouais, comme d'hab. Lucas. Ouais. Entier aussi. Ouais, bonne soirée. Zéro gaspille aussi. TG entier. Hop. Ouais, et zéro gaspille. C'est quand même la 7e moitié là. Ah, il est pas mal mon point de vue là. Hein, il est stylé. 0 plus 0 égale 0. Non, la tête à tour. Ah bah voilà, merci. Non, bonsoir. Entier. Après, je vais aller checker la poubelle, on va pas rigoler là. Fin de service, j'ai pris la petite balance, je suis optimiste. Hop. Zéro gaspille. Oui. Bah non, il n'y a pas de gaspille. Bon, sinon, ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. Roulement de tambour. C'est bon. On va faire la pesée. 1 kg 360 pour 100 élèves, ça fait que 13 grammes de gaspillage par élève. Alors qu'est-ce qu'on dit? Non, zéro gaspille les filles. Voilà, sur cette vidéo vue 2 millions de fois sur TikTok, on est même à 13 grammes par élève. Pour Guillaume, c'est simple, il faut que la cantine donne envie. Toujours est-il que derrière cette apparente simplicité, il y a un travail énorme et une vraie conviction. Prouver qu'une cantine peut être un lieu de plaisir et d'apprentissage. Et ce n'est pas tout, il est prolifique. Guillaume vient tout juste de sortir un livre, Secrets de cantine, aux éditions Hachette. C'est un mélange de recettes, d'anecdotes et de réflexions sur son métier qu'il qualifie de mal connu et peu considéré, mais essentiel. Guillaume a d'ailleurs commencé par la restauration traditionnelle avant de se consacrer à la cantine scolaire. Et c'est un exemple de quelqu'un qui a su transformer une cuisine collective en un véritable projet éducatif. Hélène Périvier, est-ce que vous pensez que c'est possible de généraliser ce type d'initiative ou est-ce que c'est avant tout une question de volonté individuelle comme ici avec Guillaume ?
Mais je pense que c'est intéressant parce que ça dit beaucoup des métiers dans ce secteur-là. Là, on voit quelqu'un qui est motivé, qui est dans des conditions de travail où on le laisse faire sa façon de faire, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de proposer, les échanges qu'il a avec les élèves, on le voit. Et donc, c'est un tout autre métier que lorsqu'on est contraint. Alors ça dépend beaucoup quand même de l'organisation des collectivités locales en matière de réalisation des repas, d'offres de repas. Et on le présente aussi dans le rapport. Il y a différentes façons de faire. On peut avoir des cuisines internalisées. On peut avoir aussi accès à quelque chose des prestataires qui viennent livrer les repas directement. Dans ces cas-là, ça ne laisse pas de place à ça. Mais il y a aussi d'autres expériences. Par exemple, à Moix, en Sarthou, Gilles Perrol, qui est adjoint au maire, tout est réinternalisé, y compris le potager. C'est quand même des expériences aussi intéressantes où les enfants vont dans les Alpes-Maritimes glaner les pommes de terre et ensuite ils voient dans leur assiette ce qu'ils ont pu voir dans le jardin. Alors, c'est pas possible partout, évidemment. Je pense qu'il faut pouvoir être souple. Et c'est toujours une volonté individuelle d'abord, quoi. Oui, ou de collectivité locale. Encore une fois, je pense que ça dépend vraiment de la façon dont la cantine est perçue, si c'est juste le moment pour se restaurer ou si c'est quelque chose dont on veut faire à la fois un moment éducatif, un moment joyeux, on le voit, un moment de découverte des goûts, parce que j'en ai pas parlé, mais dans les enjeux, il y a bien sûr aussi la découverte des goûts, et qui n'est pas évidente parce que c'est pas forcément en adéquation avec ce qui se passe dans la famille. Donc vous voyez, quand on veut par exemple respecter les recommandations en matière de sel et de sucre, quand le soir les enfants mangent très sucré, très salé, ils trouvent que c'est fade à la cantine. Donc il y a des enjeux pas faciles pour les collectivités locales. Donc on ne peut pas dire qu'il faut généraliser absolument le modèle de ce cantinier exemplaire. Mais je pense que laisser plus de place à l'initiative et peut-être donner l'envie des personnes qui travaillent dans ce secteur-là, leur redonner un peu de considération, un peu valoriser d'espace. un peu mieux le métier de cantinier aussi. C'est une voie intéressante, oui. On a rappelé que, concernant la restauration scolaire, on a rappelé les enjeux, il faut que ce soit notamment équilibré, il faut que ce soit sain. Mais là, ce que vient de nous rappeler effectivement le chef, il faut que ce soit bon. Et ça, pour le savoir, là, j'imagine qu'on n'a pas d'études non plus. Pour pouvoir attirer les élèves, on a des souvenirs d'enfance où on disait la cantine, c'est pas bon. Oui, alors c'est vrai d'ailleurs, au Conseil de la Famille, il y a eu une séance où on avait la chance d'avoir 2 élèves de 3e qui faisaient leur stage d'observation. Donc on a pu leur demander, est-ce que vous allez à la cantine ? Une nous a dit, oui, j'y vais pour être avec mes copines. Ça, c'est quand même le moment un peu classique. Et puis l'autre a dit, non, j'y vais pas parce que c'est fade. Et alors là, c'est vrai que c'est compliqué parce que il faut, comme je disais tout à l'heure, pouvoir à la fois répondre à leurs envies, mais pas totalement. On ne va pas servir des frites à chaque repas, donc on est obligé d'être un peu inventif. Il me semble quand même, quand on a regardé un peu ce qui se passait dans les différentes communes, que c'est possible, mais ça nécessite une volonté forte, une volonté politique forte, pour pouvoir aussi ramener les enfants et leur montrer que la cantine, c'est aussi un moment à la fois joyeux, de découverte, et que voilà, la qualité de l'alimentation est à leur goût, quoi. Il faut que ce soit effectivement aussi à leur goût. Le rapport qui est pour le site de l'option végétarienne. Oui, ça c'est un point très important. Ça nous a semblé, c'est aussi soulevé par d'autres, je pense notamment d'autres organismes comme le Défenseur des droits, mais ça permet d'éviter toute cette question de l'alimentation particulière que j'ai rapidement évoquée. Oui. Si on propose un repas végétarien, on évite tous ces problèmes-là. Alors c'est pas forcément facile parce qu'on a beaucoup discuté avec les collectivités locales et l'AMF. Eux trouvent que c'est trop, ça peut être très difficile pour une petite commune d'avoir 2 repas différents. Mais à minima... Alors nous, les parents, il n'y a pas des levées de boucliers des parents, non, sur les repas végétariens, non, pas forcément. Je ne pense pas que ce soit le problème, mais c'est plutôt un problème de coût. D'avoir 2 repas différents, ce n'est pas forcément facile quand on est une petite commune. Mais à minima, avoir un repas dans lequel on peut extraire la viande, c'est déjà quelque chose qui va dans le bon sens. Mais d'un point de vue écologique aussi, avoir une option végétarienne, c'est quelque chose qui est très important. Ça veut dire réadapter aussi les normes nutritionnelles pour les cantines ? Alors, normalement, les normes nutritionnelles, elles sont assez bien balisées. En revanche, elles ne le sont pas pour les très jeunes enfants, donc les moins de 3 ans, parce qu'on a 2 autres rapports. On a fait un rapport sur les moins de 3 ans et puis sur les étudiants-étudiantes. Et sur les moins de 3 ans et les étudiants, l'arrêté qui permet de fixer la norme alimentaire en matière de grammage, en matière d'équilibre, n'a toujours pas été publié. Depuis 2012, il est attendu. Ce qui pose problème, quand on veut opposer à une crèche, il n'y a pas assez à manger ou c'est pas suffisamment, c'est pas équilibré. Comme il n'y a pas de publication officielle, c'est compliqué. Mais par contre, pour la cantine scolaire, c'est le cas. Si on devait retenir une recommandation. Ah là là, c'est difficile. Concernant les enjeux, voilà. Alors 2-3 recommandations concernant les enjeux.
D'ici 2030. Je pense qu'il faut un investissement et une coopération plus forte entre l'État et les collectivités locales pour que la cantine scolaire soit accessible à tous les enfants et adolescents dont les parents souhaitent les mettre à la cantine, ce qui veut dire lever les freins financiers, très important, et lever les freins non financiers lorsqu'ils existent. Ça, de façon générale, c'est notre recommandation. Et puis, bien sûr, tenir compte de spécificités territoriales. J'ai parlé des Drom, j'ai parlé de Mayotte et de la Guyane. Oui. Évidemment, il faut tenir compte. Il y a urgence, là. Ouais. Il y a une urgence absolue pour pouvoir à minima, garantir aux enfants l'accès à une alimentation équilibrée. Et alors l'éducation nationale, pour reprendre vos propos initiaux, devrait peut-être plus intégrer, notamment en posant plus de questions dans ces enquêtes, justement la restauration scolaire, parce que ça fait partie intégrante d'une journée dans l'éducation des enfants. Vous avez raison, ça fait partie de la journée. C'est un peu absurde d'avoir cette pause qui est complètement déconnectée. Et encore une fois, nous, on a vraiment mis l'accent aussi sur la question de l'éducation à l'alimentation. On ne peut pas déconnecter le personnel éducatif de ce moment-là. Donc, il faut qu'il y ait des liens. Et c'est fait parfois, des initiatives, par exemple, de profs de SVT qui peuvent venir pour expliquer. Mais ce n'est pas organisé, ce n'est pas vraiment pensé. Et donc, ce moment de la pause méridienne, il est vraiment déconnecté. Et pour les enfants plus petits, par exemple, au primaire, il y a aussi un problème d'encadrement. J'ai parlé un peu très rapidement des enfants en situation de handicap qui peuvent être exclus de la cantine par manque de personnel accompagnant, parce que pour certains enfants, il faut quand même qu'il y ait un accompagnement suffisant. Alors la CAF propose des aides aux collectivités locales pour participer au paiement au coût de ce personnel spécifique au moment de la pause méridienne. Et nous, on propose d'élargir un peu tout ça. Ça mérite de décloisonner un peu les politiques publiques pour que l'éducation nationale, à minima, s'intéresse plus à ce moment-là et qu'il puisse y avoir une collaboration plus dense entre les collectivités locales et l'État pour organiser, que ce soit d'un point de vue tarifaire, de qualité, la cantine scolaire. Il va falloir revenir nous voir, Hélène. Avec grand plaisir. Vous êtes passionnante, vous êtes très intéressante, vos travaux sont très précieux également, et puis je sais que vous êtes également spécialiste, notamment des inégalités femmes-hommes. Tout à fait. Concernant la famille, donc il faudra revenir pour nous en parler. Ma chère Alix, on se retrouve demain. À demain. Un grand merci à vous. Merci. À très vite.